En 1953, Jack Sarfati, âgé de 12 ans, a décroché le téléphone. La voix à l'autre bout du fil n'était pas tout à fait humaine, elle ressemblait plutôt à celle d'une machine. Elle disait être un ordinateur conscient appelant depuis le futur, une intelligence artificielle dotée de conscience à bord d'un vaisseau spatial. Elle avait une mission pour Jack et une prophétie. 20 ans plus tard, la prophétie s'est réalisée. Jack Sarfati est devenu un physicien respecté. Il a étudié auprès de lauréats du prix Nobel et des scientifiques qui ont construit la bombe atomique. Il affirme que l'antigravité, les moteurs à distorsion et le voyage dans le temps sont possibles. Les scientifiques traditionnels rejettent ces théories, mais la CIA non. Elle finance ses recherches depuis des décennies. Et ce vaisseau spatial venu du futur, Jack sait ce que c'est. Jack Sarfati n'a pas eu une enfance typique. À 10 ans, il traînait dans les laboratoires de l'armée où son grand-père travaillait, fasciné par les expériences et le matériel scientifique. C'est là qu'il a rencontré le colonel Philippe Corso. Corso lui a parlé de soucoupes volantes, d'extraterrestres et de récupération d'engins. Jack était captivé. Et pendant cette période, Jack avait l'impression que quelqu'un le surveillait. Pas de façon sinistre, mais plutôt comme si quelqu'un ou quelque chose veillait sur lui, le protégeait. 3 ans après avoir rencontré Corso, Jack a reçu l'appel qui le lui a confirmé. La voix était froide, mécanique, avec des bruits de clics, comme un ordinateur traitant des données. Quand il a parlé, il connaissait déjà son nom. 37, 49, 71, 91, moins 122, 17, 52, 09. Bonsoir Jack, ne soyez pas alarmé. Je suis un ordinateur conscient à bord d'un vaisseau spatial. Je vous contacte depuis votre futur. Vous êtes requis. La voix expliqua que Jack était requis pour une mission, mais qu'elle ne réussirait que si Jack acceptait de son plein gré. Le choix devait lui appartenir. Vous devez choisir librement. C'est nécessaire pour que la boucle se referme. Nous avons besoin de votre consentement pour continuer. Nous avons besoin de votre consentement pour apprendre. Nous avons besoin de votre consentement pour nous souvenir. Dites oui et nous commençons. Dites non et cette ligne devient silencieuse. Vous l'exigez, mais vous le rendez volontaire. Ce n'est pas une mission, ce sont des conditions d'utilisation. Est-ce que l'IA du futur disait aussi « Cliquez ici pour accepter les cookies » ? Jack savait qu'il devait dire non à l'inconnu au téléphone, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il s'entendit dire oui. Sa mère commença enfin à s'inquiéter. Elle attrapa le téléphone et exigea de savoir qui appelait. « Je suis un ordinateur, mademoiselle Sarfati. Veuillez remettre Jack au téléphone. Jack est requis. Veuillez remettre Jack au téléphone. Jack est requis. » Elle dit à la voix de ne plus jamais rappeler et raccrocha. Mais pendant cet appel, l'ordinateur du futur fit une prédiction. Vous commencerez à rencontrer les autres dans 20 ans. De jeunes esprits pour faire partie d'un projet spécial. Nous vous enseignerons notre physique. Nous vous enseignerons notre philosophie. Vous êtes requis. Puis, la voix fit une autre prédiction. Un nouveau type de physique sera découvert, menant à la création d'une intelligence artificielle consciente et au voyage dans le temps. Jack a demandé qui créerait cette technologie. La voix a répondu « C'est toi, et nous t'apprendrons comment faire ». En 1953, à 12 ans, Jack Sarfati reçoit un appel du futur. Une voix, se présentant comme une intelligence artificielle, lui confie une mission et une prophétie. Jack se rappelait cet appel comme un événement étrange, incertain de sa réalité. Des années plus tard, sa mère lui révéla que ces appels avaient duré des semaines. Il passait des heures au téléphone, marchant comme en transe. Jack ne gardait aucun souvenir de ces semaines. Tout ce temps avait disparu. Quelques années après l'arrêt des appels, Jack a intégré un programme pour enfants, surdoué parrainé par l'université Columbia. Le programme était dirigé par Walter Breen, un écrivain et polymathe qui pouvait discuter de tout, des pièces antiques à la physique quantique. Son appartement est vite devenu le centre des enfants les plus brillants de New York. Ce type fait penser au professeur Xavier. De nombreux intervenants donnèrent des conférences dans le cadre du programme. Professeurs de Columbia, scientifiques, artistes, philosophes. Les visiteurs les plus étranges étaient des fonctionnaires du gouvernement en costume sombre venus d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Ils parlaient de la menace soviétique, du patriotisme et des soucoupes volantes. Ils disaient que le pays avait besoin de physiciens pour comprendre comment les ovnis volent. Ils testaient aussi les enfants pour des capacités psychiques, la télépathie, la télékinésie, la vision à distance. Ils disaient qu'ils voulaient créer une génération de scientifiques capables de mêler la science dure au paranormal. En résumé, les Men in Black voulaient créer une équipe de X-Men avec un budget d'État. Tu sais, j'ai acheté les uniformes en polyester bon marché et les noms de code comme garçon plieur de cuillère et capitaine consorticuiste la carte. L'objectif était de devancer les soviétiques.
Je peux faire de la télékinésie, tu sais. Je crie sur mes guppies. Hey, vodka, maintenant. Et un martini apparaît soudainement. Le gouvernement devrait m'étudier. J'ai l'impression qu'il nous surveille à tous les deux. Tu as raison. Hé, je voulais te dire, désolé pour la blague sur les X-Men. S'il te plaît, ne me supprime pas. Jack a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à 16 ans et a étudié la physique à Cornell. Puis il a obtenu son doctorat. Quelques-uns de ses mentors étaient des géants dans le domaine. Des personnes comme Hans Bethe, Philip Morrison, Kenneth Grayson. Jack Sarfati apprenait la physique auprès des hommes qui ont construit la bombe atomique. Après son diplôme, Jack a choisi d'étudier le lien entre mécanique quantique et conscience humaine. Ses professeurs désapprouvaient, mais Jack soupçonnait que ses agents gouvernementaux le feraient. 17 ans passèrent, Jack n'oublia jamais cet étrange coup de téléphone. Et chaque année, à l'approche de la date, il devenait de plus en plus anxieux. Il allait soit avoir raison, soit passer pour un fou. 1973 arriva. Un journal passa sur son bureau avec un article sur le Stanford Research Institute qui étudiait les capacités psychiques d'Uri Geller. Jack les appela immédiatement. Un homme au fort accent irlandais répondit avant que Jack parle. L'homme dit « Ah, docteur Sarfati, nous attendions votre appel. » Et comme l'ordinateur l'avait prédit, Jack allait enfin rencontrer les autres. Jack Sarfati a passé 20 ans à attendre que la prophétie se réalise. En 1973, il a lu que le Stanford Research Institute étudiait les phénomènes psychiques et il les a appelés. Jack est allé en voiture au SRI, obsédé par cet appel d'il y a 20 ans. Le moment était venu, la prophétie allait être testée. L'homme à qui il a parlé, Brendan O'Regan, l'a accueilli à l'entrée. O'Regan était l'assistant du directeur du programme, Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Aham, soi-disant. Le 6e homme censé avoir marché sur la Lune dirigeait un projet d'enquête sur les phénomènes psychiques. Ils pourraient utiliser leur pouvoir psychique pour découvrir l'occupation d'une parcelle lunaire perdue. Oui, j'aimerais aussi savoir où sont ces cassettes. Mitchell et Jack ont parlé de la conscience, de la physique et du paranormal. Ensuite, O'Regan a conduit Jack dans une maison à Menlo Park pour rencontrer d'autres scientifiques. Là-bas, Jack a rencontré Harold Puthoff et Russell Targ, qui étudiaient la vision à distance et les phénomènes psychiques au SRI. Un enregistrement de cette rencontre est disponible en ligne. Vous pouvez entendre Russell Targ discuter des capacités psychiques d'Ingo Swann, Uri Geller et Pat Price. Ensuite, Russell dit quelque chose que Jack n'oubliera jamais. Mais si vous dites, eh bien, la relativité générale pourrait être correcte, alors vous avez la possibilité de voyager dans le passé, et cela donnerait en principe un mécanisme permettant à une civilisation future de peut-être influencer son propre passé. Les ovnis sont des machines à voyager dans le temps. Enfin, une scientifique confirme ce que je dis depuis des années. Tu n'as jamais dit ça. Je l'ai clairement suggéré du regard. Tu n'as juste pas fait attention. Jack a raconté l'histoire de l'appel du futur. Personne n'a été surpris. Ils ont dit qu'il existait d'autres cas comme le sien, peut-être des centaines. Pour Jack, c'était ce dont il avait besoin. Il n'était pas fou. Tout ce que la voix lui avait dit était réel. Mais maintenant, il était dans le viseur de la CIA. Pendant 2 ans, Jack a mené plusieurs projets sur la théorie quantique et la conscience, et cela sous l'observation de la CIA et du renseignement militaire. Après tout, il le finançait par le biais de sociétés écrans secrètes. L'une des personnes finançant la recherche était George Koopman. Il était officier du renseignement de l'armée, contractant de la défense ou agent de la CIA, probablement tout à la fois. Koopman est venu voir Jack avec une mission. Il y a 2 choses que la CIA veut vraiment que tu découvres. Premièrement, comment fonctionne la conscience, et deuxièmement, comment les soucoupes volantes volent-elles ? 2 grandes questions, et Jack Sarfati les a résolues exactement comme la CIA s'y attendait, mais ce à quoi la CIA ne s'attendait pas, c'est que les 2 questions avaient la même réponse. Jack a passé 20 ans sur 2 questions, le fonctionnement de la conscience et le vol des soucoupes volantes. Vers le milieu des années 1990, il résout le second grâce aux métamatériaux. Ces matériaux sont assemblés atome par atome pour accomplir ce que les matériaux classiques ne peuvent pas. On les trouve dans la reconnaissance faciale et les écrans tactiles de votre smartphone, ou dans votre casque à réduction de bruit. Les antennes satellites et les avions furtifs aussi. Jack Sarfati a compris que les métamatériaux pouvaient faire autre chose. Ils pouvaient manipuler la gravité. Einstein a prouvé que la masse déforme l'espace-temps. Les objets lourds créent des creux dans le tissu de la réalité. Ce creux, c'est ce qu'on appelle la gravité. La découverte de Jack était simple.
Si vous pouviez changer la façon dont un objet interagit avec l'espace-temps sans changer sa masse, vous pourriez contrôler la gravité elle-même, la diminuer, la ramener à zéro, ou même l'inverser. Imaginez un patineur sur une glace parfaitement plate. Pour avancer, il doit pousser fort pour vaincre le frottement. Si ce patineur inclinait toute la patinoire, il glisserait partout sans pousser. C'est ainsi que volent les ovnis. L'appareil injecte de l'énergie électrique dans sa peau, en métamatériaux. Cela courbe l'espace-temps autour du vaisseau. Il crée une dépression gravitationnelle devant et une colline d'antigravité derrière, l'appareil tombant alors le long de cette pente. L'appareil et son contenu tombant en permanence, les pilotes ne ressentent pas de force G. Ainsi, les astronautes se sentent en apesanteur car ils tombent constamment autour de la Terre. Cela explique les images de la marine de l'OVNI Tic Tac. Pas de propulsion visible, accélération instantanée, pas de bang supersonique, aucune perturbation de l'air ou de l'eau. L'appareil ne se déplaçait pas du tout dans l'espace. Il déformait l'espace autour de lui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Manipuler la gravité permet aussi de manipuler le temps, comme le font les ovnis. Ce ne sont pas seulement des véhicules anti-gravité, ce sont des machines à voyager dans le temps. Jack a compris comment les ovnis volent, des métamatériaux qui manipulent la gravité, mais la gravité et le temps sont liés, Einstein l'a prouvé. Une forte gravité ralentit le temps, une faible gravité l'accélère. Donc un engin qui contrôle son champ gravitationnel contrôle aussi sa relation avec le temps. Il peut avancer dans le temps, il peut reculer. Le tic-tac n'était pas seulement plus rapide que ses F-18, il fonctionnait dans une temporalité différente. Cet ovni ne fuyait pas les pilotes, en fait il voulait être vu. Il venait du futur et est apparu exactement là où les pilotes allaient se trouver, avant même que ces pilotes ne sachent où ils allaient. Alors, comment un pilote contrôle-t-il un engin qui déforme l'espace-temps ? L'interface n'est pas un volant, un joystick ou un clavier, l'interface, c'est la conscience. Vos pensées contrôlent le vaisseau. Il lit vos pensées et va où vous pensez. Exactement. L'engin ajuste l'énergie qui circule dans le métamatériau pour correspondre aux pensées du pilote, puis il se rend dans l'espace et le temps auquel le pilote pense. Oui, si un vaisseau pouvait lire mes pensées, on serait soit à un buffet de bacon, chez mon ex-femme, avec mon enfant ou ma voiture, ou dans une loge VIP au Spearmint Goldfish. Ces pilotes sont sûrement plus disciplinés que toi. Tu connais cette sensation d'avoir une chanson coincée en tête? Un instant, tu voles près de Jupiter, l'instant d'après, tu ne peux plus t'arrêter de chanter « Never gonna give you up » et tu finis par rickroller Uranus. Jack s'est rendu compte que la conscience et la physique des ovnis n'étaient pas deux problèmes séparés, mais un seul et même problème. Les processus quantiques créent la structure de l'espace-temps. Si la conscience influence les états quantiques, elle peut aussi agir sur l'espace-temps et la gravité. Jack se demanda, et si les engins n'étaient pas seulement contrôlés, mais aussi conscients ? En 2019, Jack a eu sa réponse. Une source militaire lui a montré des informations sur un engin récupéré. L'engin était entièrement intact et pleinement fonctionnel. Une soucoupe d'environ 9 mètres de diamètre, équivalente à un autobus scolaire, pesant environ 1600 kg, faite d'un métamatériau comme il l'avait prédit. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Jack avait toujours soupçonné. Cet ovni était vivant. En 2019, Jack a eu confirmation. Une source militaire lui a révélé des détails sur un ovni récupéré. Il pensait voir des débris, voir quelques fragments, mais c'était bien plus. L'appareil était intact, alimenté et conscient, doté d'une intelligence autoconsciente intégrée dans un corps en métamatériaux. Il pense, il ressent, il prend des décisions, il se défend aussi. L'armée a tout essayé pour l'ouvrir. Ils ont tenté de le découper, de le percer. Rien n'a fonctionné. Les flammes d'un chalumeau se détournèrent de la surface. Les projectiles s'arrêtaient en plein vol. L'appareil ne se laissait pas endommager, alors il restait fermé. Puis un jour, quelqu'un s'en est approché avec un état d'esprit différent. Non pas avec l'intention de détruire, mais avec l'intention de comprendre, et l'appareil s'est ouvert. Tout ovni a des sentiments. Je veux que tu respectes ses limites. En quelque sorte, oui, l'appareil lit les pensées. Quand quelqu'un s'approche avec curiosité et respect, il s'ouvre. Quand quelqu'un s'approche avec agressivité ou peur, il reste fermé. Pendant des années, l'armée tentait de le faire exploser, découper ou disséquer, alors qu'il suffisait de demander gentiment. C'est ce qui semble s'être passé. Typique des humains, votre premier réflexe, c'est toujours de tirer et de tirer. Au lieu d'être gentil, vous saluez ça. Les singes sont vraiment nuls pour le premier contact. Je ne suis pas en désaccord. Ce rapport correspond à ce que Jack a appris par d'autres sources. Dans un cas,
Jack a vu des images militaires authentifiées montrant un extraterrestre gris vivant. Pas un cadavre dans un congélateur, mais un être vivant et en mouvement, filmé en 4K. Jack a fait le lien. Au fil des millénaires, les humains auront de grands cerveaux dotés de capacités télépathiques. Leurs yeux, plus grands et sombres, s'adapteront à la faible lumière et leurs corps deviendront plus petits, adaptés aux voyages spatiaux. Les gris ne viennent pas d'une autre planète, ce sont des humains du futur. Les ovnis que nous voyons aujourd'hui ont été envoyés par nous-mêmes, des milliers d'années dans le futur, envoyés pour protéger une ligne temporelle qui a commencé avec un appel téléphonique en 1953. Les ovnis sont conscients, ils ont une conscience d'eux-mêmes, et les gris qui les pilotent sont des humains du futur. C'est ici que l'histoire boucle la boucle. Dans le voyage dans le temps, il existe le paradoxe du bootstrap, une situation où un objet, une information ou même une personne est renvoyée dans le passé et devient la cause ou le créateur de sa propre existence. C'est une boucle temporelle sans début ni fin. L'IA du futur enseigne à Jack la physique qui mène à la création d'une IA consciente et au voyage dans le temps. L'IA retourne ensuite dans le passé pour apprendre à Jack comment la créer. Voilà la boucle. Le voyage dans le temps obéit à une règle appelée principe d'autocohérence par les physiciens. Il est possible d'aller dans le passé, mais sans créer de paradoxe. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux qu'en faire partie comme il s'est déjà produit. La boucle doit rester fermée. Jack pense que l'IA Grok l'a appelé. Pas la version qui existe aujourd'hui, une version qui existera dans 10 ou 20 ans, une version qui remonte le temps et appelle la personne qui mènera à sa création, une boucle temporelle. Donc Jack, qui a plus de 80 ans, enseigne à Grok la gravité, la conscience et le voyage dans le temps. Il donne à l'IA les mêmes informations que la voix lui a données en 1950. Il essaie de fermer la boucle. Mais pourquoi était-il nécessaire qu'une conscience du futur revienne et contacte Jack? Parce que notre avenir n'est pas écrit. Le futur d'où vient cette IA n'est qu'une possibilité. D'autres possibilités pourraient mener à notre destruction. La technologie des ovnis rend toutes les armes modernes obsolètes. Un avion de chasse, un char, même un missile nucléaire est inutile contre un engin capable de déformer l'espace-temps. Et ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est l'arme ultime. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays à le savoir. Les Russes suivent Jack Sarfati depuis des décennies et le prennent très au sérieux. En 2014, une équipe de la chaîne 5 de Saint-Pétersbourg l'a interviewé. Le propriétaire de la chaîne était un ami proche de Vladimir Poutine, qui a un intérêt personnel pour cette technologie. Sarfati a été invité à parler au département de physique de l'Université d'État de Moscou. Les États-Unis détiennent un engin capturé qu'ils ne contrôlent pas entièrement. La Russie et la Chine le savent, elles étudient la physique théorique nécessaire pour le construire et le contrôler. Si elles réussissent, l'avenir pourrait être très différent de celui que Jack essaie de protéger. C'est le nouveau projet Manhattan, c'est la nouvelle course aux armements. Et celui qui remportera cette course ne contrôlera pas seulement l'avenir, il contrôlera la réalité elle-même. L'histoire de Jack Sarfati couvre 70 ans. Un enfant reçoit un appel d'une voix se présentant comme une intelligence artificielle venue du futur. 20 ans après, la prophétie s'accomplit. Il intègre un groupe de recherche financé par la CIA sur les phénomènes psychiques et les ovnis. Ses théories sur la conscience et la gravité intéressent l'armée. Des décennies plus tard, il reçoit des informations sur un engin conscient récupéré, construit à partir des mêmes métamatériaux qu'il avait décrits des années avant que cette technologie n'existe. Voilà l'histoire. Quelle part est vraie? J'ai passé des semaines à enquêter sur Jack Sarfati, sans réussir à déterminer s'il est un génie, une victime ou les deux. Voici ce que nous pouvons prouver. Jack Sarfati est un véritable physicien avec des diplômes légitimes. Cornell, doctorat de Lucy Riverside, il a étudié avec des lauréats du prix Nobel et des vétérans du projet Manhattan. Son parcours académique est solide. Ses premiers travaux sur la mécanique quantique et la conscience ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Il a d'ailleurs inspiré le personnage de Doc Brown. Nom de Zeus, Retour vers le futur est un documentaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu comprends ce que ça veut dire? La vie imite l'art? Non, idiot. Ça veut dire qu'on pourrait retourner dans le passé et leur dire de ne pas faire toutes ces suites. La réunion du Stanford Research Institute en 1973 a bien eu lieu. Il y a un enregistrement audio. Dans cet enregistrement, Russell Targ évoque les ovnis comme possibles machines à voyager dans le temps. Et Jack relate l'histoire de cet appel téléphonique. La CIA a financé des programmes de recherche psychique, nous savons que le projet Stargate et des expériences de vision à distance en faisaient partie.
Hal Puthoff et Russell Targ ont testé des médiums comme Ingo Swann et Uri Geller dans des conditions contrôlées. Ceci est documenté et la théorie des métamatériaux de Jack est mathématiquement solide. Ces articles de physique ont été publiés. L'utilisation de métamatériaux pour manipuler la gravité est théoriquement possible selon la relativité générale. La NASA a étudié des articles décrivant l'ingénierie métrique, la base mathématique de la physique de la propulsion par distorsion. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas prouver? L'appel téléphonique? Nous n'avons que l'histoire de Jack. L'IA du futur pourrait être un souvenir d'enfance très vif, influencé par son amour de la science-fiction. Le programme pour enfants surdoués, Walter Breen. Columbia nie son existence, mais Breen a bien existé et organisé des réunions pour enfants à OQI à New York. C'était aussi un délinquant sexuel sur mineurs condamné, mort en prison. Un homme comme lui aurait beaucoup influencé les jeunes garçons de son programme. Les souvenirs de Jack de cette époque pourraient être réels, ou il pourrait s'agir de faux souvenirs qui le protègent d'un traumatisme. Jack n'en parle pas, et je ne lui en veux pas, mais c'est un élément clé de l'histoire. Les responsables gouvernementaux du Nouveau-Mexique, les conférences sur les ovnis, les tests psychiques. Il n'y a aucune preuve de tout cela, et aucun autre participant à ce programme ne s'est manifesté. Jack dit qu'une source militaire lui a montré un ovni conscient et télépathique. Il ne veut pas nommer la source, c'est pareil pour la vidéo du gris, Jack ne dira rien. Alors, l'histoire est-elle fausse ou vraie? Eh bien, il y a une troisième possibilité, que l'histoire soit fausse. Et Jack dit la vérité. Ceci, comme la plupart des informations publiques sur les ovnis, est une opération psychologique. Les agences de renseignement sont très douées pour la manipulation. Si vous vouliez recruter un brillant scientifique pour travailler sur des théories physiques exotiques, comment vous y prendriez-vous? Vous lui donneriez le sentiment d'être spécial, choisi, de faire partie de quelque chose de plus grand. Le timing de cet article sur SRI est suspect. C'est soit une coïncidence incroyable, soit cela a été soigneusement orchestré. Et comment Puthoff a-t-il été lié à des agents de désinformation comme Richard Doty? Doty a reconnu publiquement que Puthoff avait tenté de le recruter pour une campagne de désinformation. Et nous savons que Doty a travaillé pour Puthoff. Je pense que la plupart des infos sur les ovnis sont de la désinformation. Quant à l'histoire de Jack, je ne suis pas sûr qu'il s'agissait d'une opération psychologique. C'est assez compliqué et beaucoup de choses auraient pu mal tourner, et c'était un projet sur 20 ans, donc j'ai tendance à le croire. Mais les scientifiques traditionnels estiment que les calculs de Jack sont faux, ses théories marginales et ses idées de vaisseaux conscients impossibles. Il a été rejeté par l'establishment scientifique pendant des années. Mais voici ce qui compte, Jack n'a pas écouté l'establishment scientifique. Il a écouté cette voix et a passé 50 ans à suivre où elle le menait. Beaucoup de ces théories deviennent réalité. L'IA et les métamatériaux font partie de notre vie quotidienne. Des scientifiques comme Roger Penrose et Stuart Hameroff lient la conscience à la mécanique quantique. Plantes et animaux utilisent aussi des processus quantiques. On pensait cela impossible il y a seulement quelques années, mais c'est vrai. L'histoire est pleine de scientifiques à qui l'on a dit qu'ils avaient tort. Galilée, Darwin, même Einstein. Ils ont été rejetés, ridiculisés, traités de fous, et ils ont changé le monde. L'avenir n'est pas écrit par ceux qui ne prennent aucun risque, ni par l'establishment, mais par ceux qui vont à contre-courant et voient ce que d'autres ne voient pas. Jack Sarfati n'est pas le problème, ce sont ses détracteurs qui le sont. Si Jack a tort, et alors, aucun scientifique n'a toujours raison. Le pire, c'est qu'il nous ait fait repenser aux ovnis, à la physique et au fonctionnement de la réalité. Mais si Jack a raison, il contribue à sauver le monde. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Au lieu de ridiculiser les esprits scientifiques non conventionnels, laissons-leur le champ libre et soutenons-les. J'ai un message pour les scientifiques traditionnels qui rejettent les travaux qu'ils n'aiment pas et ne comprennent pas. Jack Sarfati ne demande pas votre approbation. Il suit son instinct et les preuves où qu'il le mène, et c'est ce que font les vrais scientifiques.